notre présentation d'aujourd'hui, puisque tu as accepté qu'on l'enregistre, Walter. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais que la nation Kanien'kehá:ka, comme gardienne des terres et des eaux d'où je vous accueille aujourd'hui. Tiohtià:ke, aujourd'hui appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette dernière conférence Créer INLB de la saison 2022-23, organisée par INLB. Aujourd'hui, on accueille notre chercheur responsable de site préféré, Walter Witich. Donc, avant de présenter la conférence, quelques consignes. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le question-réponse Q&A de Zoom. Je vais les poser aux conférenciers de votre part durant la période de questions qui sera à la fin de la présentation. Demain, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation de la conférence. Donc, merci à l'avance d'y répondre rapidement et en grand nombre pour nous aider à améliorer nos conférences. Pendant l'envoi, vous recevrez aussi le lien vers le PDF de la présentation PowerPoint de ce midi ainsi que son enregistrement. Conformément aux autorisations qui ont été données par Walter, la conférence sera enregistrée et diffusée sur la chaîne YouTube de l'INLB. Donc, plusieurs personnes m'ont posé la question s'ils pourraient la revoir. Oui, vous pourrez le faire. Et donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Walter Witich qui va prononcer une conférence intitulée « Soutenir le fonctionnement des personnes âgées à l'intersection des difficultés visuelles, auditives et cognitives ». Walter est professeur agrégé à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les personnes âgées vivant avec une perte combinée de la vision et de l'audition. Il est président du Réseau international de recherche sur la surdicécité, membre de l'American Academy of Optometry et thérapeute agréé en basse vision. Donc, la parole est maintenant à toi, Walter, et bonne chance. Merci, Chloé. Toujours un plaisir d'être là maintenant comme présentateur, de changer rôle. Et moi, j'ai pensé que je suis extra intelligent aujourd'hui et je donne la présentation de mon bureau à l'université. Et oui, c'est clair, on a de la construction ici aujourd'hui. Je me sens un peu comme au dentiste avec toute la construction en arrière de moi. J'espère que ça fonctionne pour nous par rapport du son. Si on a des problèmes, laissez-moi savoir. On verra si on peut régler tout ça. On va commencer avec cette grande idée de comment interagir, comment soutenir le fonctionnement des personnes âgées. C'est clair, dans le contexte de la déficience sensorielle, les personnes âgées, c'est une de nos groupes les plus larges et le vieillissement est complexe. Rendre service, ce n'est pas toujours évident. Bon, on va rentrer dans ce domaine aujourd'hui. Je commence avec une perspective plus large. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de regarder le rapport mondial sur la vision, je vous encourage de prendre le temps et je suis presque sûr que ça existe en plusieurs langues sur le site web de l'Organisation mondiale sur la santé. C'était publié en 2019, mais les patterns, le type d'information, ça reste à peu près pareil. Et c'est clair que le vieillissement est le facteur principal de risque pour nombreuses maladies oculaires. La proportion des personnes après l'âge de 60 qui vivent avec une déficience visuelle augmente, c'est clair. Et surtout dans le contexte de la dégénérescence maculaire, la diabète, la rétinopathie diabétique et le glaucome, c'est trois des raisons les plus larges qui causent la déficience visuelle. Ce n'est pas de nouvelle pour les gens à l'INLB, mais c'est toujours un bon point de se souvenir que c'est pareil partout. L'image est à peu près similaire si vous regardez qu'est-ce qui se passe dans le rapport mondial sur la déficience auditive. C'était publié il y a quelques années, je pense en 2021. Et
encore, on trouve c'est exactement la même information. On a plus de personnes avec une déficience auditive que la personne est plus âgée, surtout après l'âge de 60 ans. Et encore, ça reste pareil dans toutes les régions du planète. Finalement, une autre partie qui est traitée un peu à part de toute cette information, c'est le développement de la démence. Je vous encourage de chercher sur le web le World Alzheimer Report. Cet rapport est produit chaque année et ça donne un peu l'information sur l'état de la recherche et la connaissance sur la démence en général. Chaque année, on a un thème un peu différent, mais on n'a pas surpris que le développement de la démence est aussi lié à l'âge. Et maintenant, la partie que j'ai trouvée toujours très fascinante, que c'est les 3 domaines sont toujours considérés à part. Et c'est un peu aussi un résultat de la recherche parce que nous, comme chercheurs, on a besoin de concentrer sur quelque chose. Et ça va devenir très compliqué le moment où je vais ajouter une deuxième, une troisième idée. L'image va devenir plus complexe. Et c'est à cause de ça, souvent, des domaines de recherche, mais aussi les équipes de recherche sont plus nombreux avec beaucoup de chercheurs qui travaillent ensemble pour être capables de répondre aux questions plus complexes où chacun des chercheurs tout seul n'est pas capable de trouver une idée, une façon de répondre à une question. L'idée de vieillissement cognitif et sensoriel, de le regarder en même temps, n'est pas directement nouveau. On a des publications qui sont, par exemple, en 1994, c'était le début de ce type de travail où les gens ont reconnu, oui, on a un déclin avec la vision, avec l'âge, on a un déclin avec l'audition, avec l'âge, et on a aussi un déclin de plusieurs fonctions cognitives qui déclinent en même temps. Et l'équipe de Lindenberger et Baltes était entre les premiers chercheurs qui ont vraiment essayé d'intégrer et de trouver une façon de regarder le vieillissement sensorio-cognitif en même temps. Ça, c'était le début de ce domaine. Maintenant, juste pour vous donner contexte, pourquoi, spécialement maintenant, c'est vraiment important de regarder les sens et la cognition en même temps, un peu de données sur qu'est-ce qui se passe en soins à domicile. So, par exemple, ici, des données qui viennent de l'Ontario, mais la situation au Québec est à peu près pareille. Ici, on regarde la proportion des personnes qui reçoivent le soin à domicile, qui vivent seulement avec une perte auditive. On parle à peu près de 25%. On ajoute maintenant à peu près 20% des personnes qui vivent seulement avec une déficience visuelle et on ajoute un autre 13% qui vivent avec les deux. Mais la partie qui je trouvais toujours fascinante, ceci, maintenant je regarde qu'est-ce qui se passe aux soins de longue durée, on a un certain changement. Maintenant, la proportion la plus large, c'est des gens qui vivent avec une double déficience. On parle encore maintenant d'à peu près 25%. On ajoute un 22% où c'est la déficience visuelle seulement et un autre 15% à peu près qui vivent seulement avec une déficience auditive. Mais ça s'ajoute à un total d'à peu près 60%, c'est 2/3. 2/3 des gens qui vivent et sont en soins de longue durée vivent avec une déficience sensorielle, 1 ou 2. Maintenant, si j'ajoute la variable déficience cognitive, c'est vraiment fascinant comment la distribution change. Ça, maintenant, si je regarde soins à domicile, oui, on a des gens qui reçoivent des soins, mais il n'y a pas de problème sensoriel ou cognitif. C'est souvent des problèmes moteurs, par exemple. On a une proportion des gens qui vivent avec une déficience, avec une déficience unique, vision ou audition ou cognition. Mais la moitié des gens qui vivent, qui reçoivent des soins à domicile ont au moins 2 problèmes. So, vision, audition, vision, cognition,
audition, cognition ou le triple threat qui vivent avec les trois en même temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je regarde les mêmes données en soins à longue durée? C'est relativement rare maintenant de trouver des gens qui vivent sans déficience sensorielle ou cognitive. On a un peu de juste le sensoriel, mais la grande majorité maintenant, c'est des personnes avec une déficience cognitive avec ou sans avec une déficience sensorielle. On parle d'à peu près 80% qui sont touchés par au moins un des trois. Les chiffres sont immenses et c'est aussi important pour nous dans le contexte de considérer comment rendre service à cette population maintenant. Une autre perspective de prendre, c'est encore, je travaille dans le contexte global. Qu'est-ce qui se passe dans la façon de présenter un encadrement sur le vieillissement? L'Organisation mondiale sur la santé a développé le ICOPE, the Integrated Care for Older People. C'est un encadrement de considérer la personne, la fonctionnalité de la personne âgée, où on considère, oui, la santé du cerveau, l'audition, la vision, mais c'est aussi plus large. On regarde l'activité physique, on regarde le cardiovasculaire, la santé en général, et comment intégrer et voir la personne dans tous les domaines en même temps. Ça explique un peu maintenant aussi pourquoi les équipes de recherche sont toujours des équipes très larges, parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs perspectives en même temps. Dans cet encadrement, on regarde, par exemple, la fonctionnalité, la capacité de la personne et comment on a un certain déclin de cette capacité avec le progrès de leurs besoins de services de santé. Et idéalement, le but de la réadaptation dans ce contexte-là, c'est de regarder la capacité qui se trouve dans la personne, mais d'augmenter ça au niveau fonctionnel pour donner la capacité optimale à cette personne-là. Dans notre figure ici, la graphique, ça veut dire on veut bouger la ligne rouge qui est le potentiel vers le haut, vers la ligne bleue qui est la réalité de la fonctionnalité de cette personne-là. Et dans cet encadrement, on regarde qu'on a un trio de solutions, c'est des ajustements sur l'environnement, l'introduction des technologies et aussi un changement des attentes et des comportements. Dans le contexte du Canada, on a impliqué ce encadrement dans quelque chose qui s'appelle Brain Health Pro. C'est une formation qui existe sur le web et qui éventuellement est ouverte au public gratuitement, qui va donner une formation à tous les gens qui s'intéressent sur les facteurs risques pour la démence et ça inclut l'information sur la vision et l'audition et comment protéger le cerveau contre la démence parce que la déficience sensorielle est un des facteurs risques. Si on a du temps plus tard, dans la section de questions, on peut parler un peu de Brain Health Pro plus tard. L'année passée était aussi la première fois que notre équipe était invitée pour produire le premier chapitre dans le rapport mondial sur la démence qui parle spécifiquement des facteurs risques sensoriels et comment notre équipe étudie les déficiences auditives, visuelles et la démence dans le contexte des interventions de l'environnement, des comportements et de la technologie, mais pas juste au niveau de la personne, mais aussi au niveau des professionnels, leur communauté et la société en général. C'est un article relativement court, mais c'est gratuit si vous aimeriez regarder ça sur le web. Là, un événement en recherche qui a vraiment changé la conversation dans le contexte de la démence et la santé sensorielle, c'était le Lancet Commission. C'était un groupe des chercheurs qui a vraiment regardé tous les facteurs risques pour la démence qui sont, et ça c'est important, qui sont modifiables. Parce qu'on a des facteurs risques
on ne peut rien faire. Hein? L'histoire de famille, les trucs génétiques, je ne peux rien faire avec, mais on a d'autres facteurs où j'ai un certain contrôle. Par exemple, on regarde fumer. Voilà. Le niveau d'éducation, la santé mentale, l'activité physique. Mais la partie qui sort et qui était un peu inattendue par la grande majorité des chercheurs, c'est la variable le plus large qui influence le développement de la démence, c'est la déficience auditive. On a plusieurs façons de spéculer pourquoi c'est le cas. Une modèle regarde vraiment l'idée d'effort. Si les gens ont besoin d'investir beaucoup d'efforts dans l'interaction, la communication et entendre qu'est-ce qui se passe, ils ont moins d'énergie qui reste pour vraiment traiter cette information et de se souvenir de cette information. Mais c'était un peu une surprise que la déficience auditive est le facteur risque potentiellement modifiable qui est lié au développement de la démence. Maintenant, la question évidente, c'est où la vision? J'ai approché Dr. Livingston qui a publié ce rapport comme premier auteur. Il a visité une conférence en Ottawa il y a quelques années et j'ai demandé cette question-là et sa réponse était très intéressante parce qu'elle a dit notre modèle est basé sur toute la littérature qui est présentement publiée et on a très peu de travail pour avoir assez de l'information pour inclure la déficience visuelle dans le modèle. Ça, je trouve un peu fascinant et j'ai parlé avec mes collègues, surtout à Johns Hopkins, qui ont immédiatement initié une étude où ils ont répliqué, ont refait cette analyse de Lancet, mais dans une base de données dans les États pour inclure la déficience visuelle et c'est sorti comme un des facteurs significatifs, peut-être pas le plus large, mais quand même, ça existe et ça joue un rôle dans les facteurs risques qui encore sont potentiellement modifiables. Comment ça fonctionne? C'est un peu... la réponse courte, on ne sait pas. On a plusieurs de théories comment ça peut fonctionner. Une théorie, c'est l'hypothèse d'une cause commune. Ça peut être la déficience visuelle, la déficience auditive, la déficience de démence. C'est tout causé par quelque chose de commun. Ça peut être relié à quelque chose de physiologique, juste le vieillissement en général, un changement dans le système nerveux. On a aussi des théories où, par exemple, la déficience sensorielle peut être une cause directe, comme j'ai parlé plus tôt de l'idée de l'effort, par exemple. Et on a aussi des idées par rapport d'un autre facteur qui va modifier la présence des facteurs risques, parce que, par exemple, si vous avez une déficience visuelle et ou auditive, vous décidez de vous retirer un peu, on a moins d'interactions sociales, peut-être on a un peu de dépression, vous sont moins actifs au niveau physique, et ça, c'est tous les facteurs risques pour un déclin cognitif. Peut-être la déficience sensorielle n'est pas la cause principale, mais c'est une cause pour d'autres facteurs risques de jouer un rôle. Maintenant, le rôle de la réadaptation déficience visuelle, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer aux gens de l'INLB de comment ça fonctionne. C'est clair que c'est quelque chose d'important. Nous, on croit vraiment de ce type de travail. On peut observer le bénéfice très clair chaque fois que vous passez du temps avec un client. Mais j'aimerais retourner dans ce contexte-là sur l'idée d'effort. Parce que si, comme intervenant, vous avez la capacité d'aider avec des activités quotidiennes et on peut réduire l'effort de cette activité-là, ça va libérer du temps, de l'énergie pour traiter l'information autrement. Par exemple, on a bien établi que le grossissement fonctionne, mais ça va faciliter la lecture. La lecture va stimuler le cerveau.
Oui, aussi, encore pour notre question plus tard, c'est bien bizarre parce que l'effet sur la qualité de vie, surtout la qualité en général, nos preuves sont un peu moins claires. On peut spéculer sur ça, mais clairement, avec la lecture, on fait des grands avances. Maintenant, si ça vous intéresse ou si c'est partie de la réalité de votre offre de service avec des personnes âgées, quoi faire avec la démence? Et on a Heather Whitson dans les États qui a déjà travaillé beaucoup dans cet domaine. La partie que j'ai trouvée très importante, c'est surtout si vous regardez des déficiences spécifiques qui sont reliées à la déficience visuelle et la démence, c'est la fluidité verbale et la mémoire verbale. La raison pourquoi je mets un peu d'emphase sur cet aspect-là, c'est quand vous êtes en service avec quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, c'est aussi votre façon de communiquer ou, en général, l'utilisation de la langue qui peut être influencée. Et vous avez besoin de prendre un peu plus d'extra, du temps et de clarité pour communiquer dans une façon qui peut fonctionner avec vos clients. Surtout aussi, une de ces résultats que j'ai trouvé très important pour nous, c'est oui, la réadaptation, surtout dans son cas en basse vision, est faisable avec des personnes qui vivent avec une déficience cognitive. Il va améliorer certains aspects de leur vie et surtout, c'est la répétition, la simplification et l'implication du compagnon, l'entourage, la famille dans le processus de réadaptation qui va vous garder vers des meilleurs résultats de la réadaptation. Nous, on a décidé, il y a quelques années, de faire un projet de recherche exactement sur ce processus-là. Et on a posé la question, est-ce que la réadaptation en déficience visuelle peut protéger ou améliorer la cognition, la mémoire, surtout dans le contexte de réadaptation de déficience visuelle? Est-ce qu'on peut vendre l'idée de la réadaptation de déficience visuelle si les gens peuvent protéger leur cerveau? On a développé une étude extraordinaire. Je peux déclarer qu'on a travaillé fort. On a obtenu une immense subvention de recherche pour 3 ans de faire une étude avec les sites INLB, le site Layton pour vraiment collaborer aussi avec le site Institut Raymond Devoir pour recruter des gens avec une déficience visuelle seulement, avec une double déficience, des personnes contrôle sans déficience, et de faire une étude de 2 ans pour recruter des participants et le suivre pour 1 an et regarder qu'est-ce qui se passe avec leur cognition pendant et après le processus de réadaptation aux déficiences sensorielles. Et j'adorais cette étude. On a recruté 38 personnes et voilà, virus. On a perdu toute notre étude parce que tout le monde a fermé ses bureaux. Mais on a quand même recruté 38 personnes. On n'a jamais fait un suivi parce que c'était plus possible. Et on a trouvé des trucs très intéressants. On a trouvé des corrélations significatives entre la sensibilité en contraste, la lecture et aussi la compréhension des mots dans le bruit avec toutes nos mesures cognitives. Une partie importante dans le contexte, et ça c'est avant la réadaptation de déficience visuelle, hein, ça c'est les gens qui sont arrivés référés d'un optométriste, d'un ophtalmologiste, et ça c'est la relation entre leur état sensoriel et cognitif avant de commencer la réadaptation. Une chose toujours considérée, et on a besoin de contrôler pour ça, c'est le niveau d'éducation, le sexe du participant et combien d'années de scolarité. Et quand je fais ce type de contrôle, on a quand même encore trouvé une corrélation entre le mémoire et la sensibilité au contraste. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la seule partie qui est restée significative, mais c'est dans un groupe de participants relativement petits, avec beaucoup de bruit, clair, parce que c'est des personnes âgées. Mais on n'était jamais capable de finir notre étude et maintenant, je
besoin de recommencer le processus d'obtenir des fonds parce que tous les fonds n'existent plus. On verra où ça va. J'ai regardé un peu plus ailleurs qu'est-ce qui se passe dans le monde avec la réadaptation, surtout en déficience double. Et j'ai trouvé ça fascinant que dans les Pays-Bas, on a une étude très intéressante qui a exactement regardé à cette idée de processus de réadaptation avec des personnes avec une double déficience, avec et sans facteur de risque de démence dedans. Et la partie qui était très intéressante et probablement pas surpris pour tout le monde, ça dépend de la personne parce qu'on a beaucoup de variabilité. L'étude parle beaucoup de l'utilisation des aides auditives et la variabilité entre les gens qui sont capables de gérer l'introduction de ce type de technologie ou les gens où c'est vraiment trop compliqué. Est-ce que c'est la démence ou la capacité d'interagir avec l'aide ou est-ce que c'est un confort avec la technologie? On a plusieurs de raisons pourquoi ça va causer des problèmes. Et on n'a pas vraiment juste une solution qui fonctionne pour tout le monde. Dans notre équipe ici au Canada, on a aussi fait quelques analyses de données qui sont basées sur l'entier des données qui sont disponibles pour le Canada entier. Et c'est très clair qu'on a des taux d'expérience des problèmes cognitifs qui sont beaucoup plus élevés chez les personnes avec une déficience visuelle ou auditive. Et mon postdoctorat à Toul, qui était aussi lié avec l'INLB, a commencé une revue de la littérature, surtout sur les facteurs risques qui sont reliés au développement cognitif. La première partie qui est sortie, c'est la double déficience a été associée à 66% de risques supplémentaires de démence, toutes les causes confondues, sur n'importe quel type de démence. C'est quand même un risque pas mal immense. Et une augmentation de 112% du risque de maladie d'Alzheimer, désolé, par rapport de l'absence comparée aux gens qui n'ont pas de déficience sensorielle. Encore, on parle toujours d'une relation. Je ne peux pas proposer que c'est la cause, mais on a des liens et notre équipe continue à travailler sur déterminer quels sont les mécanismes, par exemple, responsables. Une partie que j'ai trouvée fascinante, c'est on va mesurer la cognition, la mémoire chez les personnes avec une déficience visuelle. Comment c'est fait? Et mon étudiante Shirley Dumassé a décidé de faire une revue de la littérature pour regarder, dans le contexte de la recherche qui existe, quand les gens travaillent, surtout avec une population avec une déficience sensorielle, ils mesurent la cognition. Qu'est-ce qu'ils font pour s'assurer que c'est bien mesuré? Parce que est-ce qu'on a des scores plus bas juste parce que les gens ne sont pas capables d'entendre les instructions ou de voir l'image nécessaire à analyser pour répondre à la tâche? Et les résultats, c'est très triste parce qu'on a trouvé 22 articles qui ont fait quelque chose, quelques adaptations pour mesurer la cognition dans les 55 études qu'on a trouvées où les gens travaillent dans ce domaine de double déficience. Ça, c'est pas encore la moitié, hein? Ça c'est déjà un problème. Une seule étude a utilisé un test de cognition où on n'a ni besoin de la vision ni de l'audition. 7 qui ont considéré d'éliminer le besoin de voir les stimuli, mais aucune des études n'a considéré la déficience auditive dans l'administration. Ça c'est quand même problématique parce que maintenant, je ne peux pas séparer si l'évaluation cognitive est vraiment influencée par l'état sensoriel. Pour les études qui ont utilisé une adaptation, la majorité, c'était une approche d'équipe. Ici, le psychologue, le neuropsychologue et la personne réadaptation en déficience sensorielle
ont collaboré pour administrer et ou interpréter le résultat d'un test cognitif. Pour s'informer, c'est quelque chose qui arrive en clinique aussi, mais je propose que c'est probablement toujours possible d'avoir toutes les personnes, tous les experts, tous les professionnels dans la même salle au même temps avec le même client. C'est une approche compliquée. On a juste eu 4 études qui ont décidé de modifier la procédure de comment administrer le test. 4 études ont modifié leur stratégie de communication. Par exemple, introduction d'un pocket talker ou je ne me souviens plus qu'est-ce que c'est en français, un appareil pour... on revient plus tard. Finalement, on a 4 études où on a éliminé des trucs qui ne sont pas accessibles, 2 études qui ont fait une approche contrôle statistique et une seule étude qui s'occupait des problèmes environnementaux, par exemple le bruit. On a beaucoup de travail à faire pour éduquer les gens de comment inclure et accommoder la population avec une double déficience. Minime message à retenir aujourd'hui, c'est la rééducation sensorielle, la réadaptation est définitivement possible chez les personnes avec une déficience cognitive. C'est efficace, mais on a besoin de regarder un peu plus proche quel est possible avec qui. Ça reste un défi, c'est clair, et surtout si les 3 facteurs arrivent en même temps. Comment adapter surtout le dépistage et les tests cognitifs reste important. Et pour nous, c'est une des priorités de créer des trucs, des tests qui sont disponibles et applicables. On a des versions tactiles qui existent. Par exemple, ici, un exemple de l'échelle d'intelligence de Wechsler qui est tactile et faisable pour les personnes qui sont complètement aveugles. On a des alternatives, mais elles ne sont pas toujours standardisées et ça reste souvent difficile à comparer avec des résultats d'autres études. Et maintenant, une des directions où on va avec ce type de recherche dans notre équipe, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe en soins à longue durée, parce que souvent, on n'a pas les mêmes façons d'adapter des matériaux pour des personnes avec une déficience sensorielle. Une question qui reste ouverte, intéressante pour moi toujours, c'est est-ce qu'on a un point où tout est trop? Les gens peuvent gérer une déficience auditive ou visuelle ou cognitive, mais quand 2 ou 3 arrivent, c'est où ce point où tout va briser. Maintenant, je suis plus capable de faire. Ça peut dépendre sur plusieurs variables, le type de test, la sévérité de la déficience, l'ordre de l'apparition. Je trouve ça, est-ce que les gens vivent avec une déficience visuelle de longtemps, mais le moment, avec le vieillissement, la déficience auditive arrive, maintenant tout est trop. Est-ce que c'est mieux si ça arrive plus tôt? Est-ce que c'est pire plus tard? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. J'aimerais vous introduire à notre équipe de nos gangs de sensoricognitifs au Canada. C'est des chercheurs de plusieurs domaines qui travaillent tout ensemble en psychologie, orthophonie, gérontologie, santé publique. Toutes les professions sont un peu représentées. On a des réunions mensuelles pour avancer nos résultats. Et mon dernier diapo ici, c'est toujours une mini-image qui ne s'applique pas à tout le monde. C'est clair que pour les gens qui travaillent en déficience visuelle, je n'ai pas besoin de parler de l'importance d'éblouissement ou de l'agrandissement. Pour les gens qui travaillent en déficience auditive, c'est clair que ça va aider d'avoir du contexte pour commencer une conversation. Mais la partie qui est probablement le plus important à mentionner, à se souvenir, c'est le facteur du temps. Le moment où vous avez des services à rendre pour les personnes avec une triple déficience, dans ce cas-là, vision, audition, cognition,
le temps change, combien de temps ça prend, ça va influencer le succès de vos interventions. Pour aujourd'hui, je pense que c'est un bon point d'arrêter ici et de peut-être prendre un peu de temps de discuter ce type de questions. Et je suis très curieux, quelles sont les réflexions de notre public aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, Walter. Vraiment intéressante et je suis très jalouse que tu connaisses quelqu'un qui s'appelle Dr. Livingstone. I hope you say I presume every time you see this person. Donc, on ouvre maintenant la période de questions. Je ne sais pas si on en a déjà une qui s'en vient. En fait, dans le chat, Sylvie vous invite à répondre au questionnaire d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous allez aussi recevoir un courriel demain. Peut-être en attendant que les gens osent te poser des questions, Walter, est-ce que quel est en fait ton conseil principal? Parce que pour nos équipes aux aînés, c'est certain que c'est une grande partie de leur clientèle qui est à risque. Qu'est-ce que tu leur conseilles si eux constatent en fait des enjeux pour leur clientèle qui aurait peut-être une apparition de maladie d'Alzheimer et compagnie? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je vais ma réponse est influencée par ma réalité personnelle parce que maintenant, je suis une des deux personnes responsables pour la santé de ma belle-mère. Mon mari et moi, on vit avec elle, elle vit avec nous et on s'occupe d'elle 24 sur 24. Et oui, ça inclut toutes et tous les responsabilités. Et une des choses que j'ai appris comme personne en charge de quelqu'un avec la démence, c'est la patience. Je pense la patience avec elle, mais aussi la patience avec nous. Et je suis sûr que dans le contexte de rendre service, c'est un bon moment, une bonne idée de se souvenir parfois que oui, ça va causer de la frustration. J'essaie de rendre un service, je me répète. On fait encore qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée. Parfois, les avancements, parfois, les moments succès sont très petits et très subtils. Et parfois, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre de reconnaître le succès de l'intervention que pour vous. Je vous encourage aussi d'engager et de communiquer avec les gens qui sont proches dans la journée de cette personne-là. Parce que parfois, on a besoin de chercher et découvrir un peu quel est le vrai bénéfice parce que ce n'est pas toujours évident. Pour l'administration et les gens qui font des grandes décisions, pour les gestionnaires, pour les gens qui sont en charge, c'est difficile parfois de faire ces décisions de ressources. Et c'est clair qu'un programme sur nécessité, ça prend déjà plus de ressources et ça va prendre encore plus de ressources pour quelqu'un qui vive en surdécessité avec une démence. Je pense on parle beaucoup d'équité, diversité, inclusion. Ça inclut aussi ce type de clientèle à vraiment mettre en valeur l'inclusion des clients autrement marginalisés. Je pense que c'était très clair dans le contexte de COVID. C'était une population qui était complètement ignorée ou difficile à rendre service, jusqu'avec la capacité de ne pas être capable de toucher quelqu'un. Ouais? Je suis sûr que les gens en programme sur nécessité ont des histoires terribles de l'isolation sociale. Et je vous donne une mini-anecdote que je trouve fascinante dans une de nos collaborations internationales. Un monsieur en Finlande, en surdécessité, a eu une interaction avec son travailleur social et il a réalisé pendant l'interaction que le travailleur social est en dépression. Pourquoi? Parce qu'il est totalement isolé
de sa famille à cause de COVID. C'est le fardeau de vivre en COVID était un fardeau pour nous tous. Sauf la personne en surdécessité, il a dit, « Hey, je connais exactement que tu vis parce que c'est ma réalité. Sauf pour moi, c'est toujours comme ça. Et j'ai des conseils pour toi. » Et maintenant, la rôle a renversé et le travailleur social a reçu de bons conseils de comment gérer une situation d'être isolé comme ça. So, don't underestimate, parce que c'est vraiment aussi une population avec une expérience unique, avec des connaissances valides et riches où on peut utiliser ailleurs. Wow! Merci, c'est un super beau témoignage. Puis je suis certaine que les équipes en ont aussi à la pelletée. Claudie Anne Martin demande, est-ce qu'il y a un test standardisé pour évaluer les difficultés cognitives chez une clientèle en déficience visuelle? So, belle question. La réponse est très longue. On a des trucs qui sont développés, validés spécifiquement pour les enfants. On a beaucoup plus de matériaux qui existent pour évaluation cognitive des enfants aveugles. Et je propose, certaines entre ce test-là sont souvent aussi intéressants pour évaluer la cognition des personnes âgées, surtout si la démence a déjà avancé un peu parce que c'est des tâches relativement simples. Le problème, souvent, ces tests qui sont développés pour les enfants ne sont pas validés avec les personnes âgées et ne savent pas exactement comment les comparer. On a des tests de dépistage comme la version téléphone ou la version aveugle de MoCA ou de Mini-Mental, mais ça, c'est vraiment c'est dépistage plus qu'évaluation détaillée. Mais une chose que j'aime, par exemple, c'est le RAVEL, le Ray Auditory Verbal Test, parce que c'est par définition verbale. On n'a pas besoin d'une vision pour utiliser ce type de test. On a plusieurs tests cognitifs qui sont verbales seulement, sans l'utilisation des images, mais difficile avec surdécessité parce que maintenant, j'ai besoin des deux. C'est souvent la barrière le plus large, c'est l'administration de quelque chose parce que les instructions ont quand même besoin d'être livrées à vive voix. Le MoCA, par exemple, existe dans une version sourde où quelqu'un a développé une présentation PowerPoint avec toutes les instructions écrites. Et toutes les images, tous les tests sont administrés par PowerPoint. Ça ne fonctionne pas avec quelqu'un pour surdécessité. On manque toujours cette partie pour remplir l'image. Donc, on a un projet de recherche-action à faire? Plusieurs. C'est bon. Sophie Lévesque nous dit tellement intéressant et préoccupant pour l'avenir. Est-ce que vous allez vous pencher sur les meilleures stratégies d'apprentissage ou de récupération de l'information pour notre clientèle vieillissante aux prises avec déficience sensorielle et cognitive? Apprentissage et récupération de l'information. Je ne suis pas exactement clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Sophie, est-ce que tu veux préciser, puis on va aller te chercher si tu veux ouvrir ton micro. Voilà. Oui, en fait, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, c'était plus en lien avec la réadaptation fonctionnelle. Est-ce que vous allez travailler peut-être à regarder comment développer les meilleures stratégies justement pour les gens qui ont une double déficience et sensorielle et cognitive? Parce que c'est vraiment une impasse clinique souvent qu'on rencontre de plus en plus là, dans nos interventions. Je pense probablement la raison pourquoi les services pour cette population sont assez compliqués, c'est parce vous n'êtes jamais face à face avec la même situation. Les trois variables sont jamais égales au niveau de déficience et ça veut dire les besoins et ou les supports disponibles sont jamais pareils. Je ne suis pas exactement
pour comment donner une courte réponse à la question. Je sais, c'est pas partie de nos projets qui se déroulent dans le labo présentement, mais Chloé a fait un point important. On a des opportunités, surtout à l'INLB à l'intérieur, de découvrir des projets qui sont faits en collaboration avec les cliniciens. Je vous encourage, peut-être on peut continuer cette question après pour découvrir quels sont les besoins spécifiques. Est-ce que ça fait du sens, Sophie? Tout à fait, merci. Merci. Pour que vous sachiez, le Walter s'en vient à l'INLB tantôt avec une chercheuse de Johns Hopkins. On va être dans la salle Victor autour de 15 heures avec les gestionnaires. Fait que peut-être poser la question à votre gestionnaire. On va essayer de rencontrer les gestionnaires et les SPAC tantôt. Donc, si jamais il y a des choses comme ça que vous voudriez qu'on regarde, là, vous pouvez faire une jambette à Walter dans le couloir pour l'arrêter et voir qu'on en discute. Merci, Sophie. Autre question, il y a quelqu'un qui demandait là, si vous allez avoir la présentation. Oui, Walter a donné son autorisation, donc on va la mettre sur l'intranet. Claudia Bojanowski qui dit merci, présentation très intéressante. Elle se posait la même question que Claudiane. Elle comprend qu'il n'existe pas de trousse d'outils standardisée pour évaluer la cognition en contrôlant l'impact des déficiences sensorielles. Donc, c'est bien ce que tu disais, Walter. Yeah. Et donc, cette présentation et une telle trousse devrait être partagée au sein de plusieurs équipes qui ne travaillent pas spécifiquement avec les gens en double déficience. Ça, c'est un point hyper important parce que c'est à cause de ça, mon dernier diapo avec toutes les idées de déficience auditive, visuelle, tout ça, la majorité de mes présentations sont données aux gens qui savent absolument rien sur la déficience sensorielle. C'est les neuropsychologues, les ergothérapeutes, pas tous les ergothérapeutes qui savent rien, mais la majorité des gens qui ne sont pas vraiment formés en réadaptation sensorielle. Ou savent très peu sur l'autre sens. Je passe beaucoup de temps d'ouvrir des cerveaux et des oreilles, des yeux pour informer les gens de regarder plus proche et de considérer les autres sens, les autres capacités cognitives. Merci. Il y a quelqu'un qui ajoutait, Martha ajoutait clientèle en réadaptation fonctionnelle intensive post-AVC aussi, oui. On a des chercheurs à McGill qui sont très intéressés dans ce contexte-là et ça, c'est aussi un domaine très fort pour les chercheurs en ergothérapie quand le partie sensorielle rentre dans la pièce AVC et souvent on a des parties démence dedans. On a des belles collaborations à McGill avec cette gang-là. Oui, Martha dit il y a 3 domaines touchés, donc besoin de dépister les 3 domaines, donc les déficiences sensorielles et cognitives. Et donc, une chose que j'ai trouvé fascinante, l'Organisation mondiale sur la santé a comme un toolkit qui est disponible et gratuit sur le site web pour faire des dépistages pour tout ce truc-là. Et ça, c'est partie du ICOPE. Comment dépister tous ces aspects-là. Ah, ben si tu pouvais nous partager le tout, on enverra la chose aux équipes, ce lien-là. Donc, on arrive, il nous reste 2 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Tiens, Mathieu, dans le fonctionnement avec les personnes, il est tout à fait en mesure de s'intéresser aux objectifs de réadaptation des gens et de leur faire apprendre et atteindre les objectifs, mais ça prend du temps, de la patience et un réseau. Oui, exact. C'est ce que... Tout à fait. On est bien d'accord. Bon, s'il y a donc présentation inspirante. Merci, Martha. Merci. Merci à tout le monde. Voilà. Ben, on arrive au terme de notre présentation. C'était notre dernière conférence de l'année 2022-23, année scolaire, on s'entend. 2022-2023. Donc, je veux simplement regarder ce qu'il me reste à dire. Vous avez déjà le lien pour le sondage et vous avez également, vous pourrez avoir accès à l'enregistrement de la conférence et à la présentation sur l'intranet. Donc, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui.
et on vous tiendra au courant très bientôt, en fait, dans le courant de l'été, des conférences qui s'en viennent pour l'automne. Et on vous invite aussi à nous proposer des conférences qui vous intéresseraient si jamais vous avez des idées de conférenciers qu'on pourrait inviter. Donc, merci à tous et un très bel été. Merci, Walter. Bye la gang!